Tous les travailleurs dans le monde sont à l'honneur. Le 1er mai, journée internationale du travail, thème retenu cette année, travailler pour bâtir un avenir meilleur en République démocratique du Congo. Plusieurs activités ont été déployées à travers l'étendue du territoire national. Vous aurez à suivre le détail dans ce journal. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. L'unité et la cohésion nationale, la cohabitation pacifique entre les communautés du Grand Katanga et du Grand Kasaï ont été prêchées au cours de la conférence interprovinciale clôturée dans la province du Haut-Katanga par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez les détails à travers ce reportage. Aussitôt revenu à Lubumbashi au terme d'un séjour à Lusaka, en Zambie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Pullman Karavia, où il a présidé la cérémonie de clôture de la conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Au chapiteau érigé au sein des installations de l'hôtel, le chef de l'État a rejoint en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, l'assistance composée de tous les participants à la table ronde interprovinciale, en l'occurrence les gouverneurs de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, les Sankuru et l'Omami. Les chefs traditionnels, les acteurs politiques et les représentants des associations socioculturelles des deux espaces katangais et kasaïens. Le Premier ministre Sama Lukonde et les membres du gouvernement qui avaient assisté à l'ouverture de ces assises étaient aussi parmi l'assistance. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, stigmatisé les tensions tendant à fragiliser la cohésion nationale, d'où la tenue de cette conférence interprovinciale visant l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Kasaï et du Grand Katanga. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont, de manière légendaire, caractérisé l'homme congolais. Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout, au strict respect des lois de la République et à la non-perturbation de l'ordre public, à la non-perturbation de l'ordre public, disais-je, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan tant vantée, et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Enfin, cette adresse vient nous interpeller sur la puissance des mots et de leur responsabilité dans la construction d'un vivre ensemble et d'une identité que nous voulons meilleure. À cet égard, j'entends attirer l'attention des leaders politiques, des responsables religieuses et autres forces vives de la nation sur le rôle leur dévolu dans la construction de cette unité souvent sapée par les ambitions des uns et des autres. Puissent nos langues devenir de véritables vecteurs d'unité et non l'installation de barrières hostiles. Nous sommes un même peuple, une seule et même nation, une nation qui continue de faire l'objet de menaces sur son intégrité et son patrimoine national, mais une nation que nous avons le devoir et la mission de protéger pour assurer un meilleur avenir
aux générations futures. Préservons notre unité, notre solidarité et notre intégrité nationale. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, a rendu un vibrant hommage au président de la République, garant de l'unité et la cohésion nationale, initiateur de la conférence interprovinciale qui a permis aux frères et sœurs de se parler, d'aplanir les différends pour ne cultiver que la paix et le vouloir vivre ensemble. Madame Jeannette Longa Moussouamba, gouverneure intérimaire du Kasaï oriental, a relevé les causes des tensions intercommunautaires, notamment l'exode rural, les écarts de langage, le trafic d'influence, le non-respect des autorités et du code de la route par les motocyclistes pour les uns et les rejets et la discrimination pratiquée par les autres. La conférence, a-t-elle indiqué, a notamment recommandé de mettre un terme au déplacement massif des populations, la duplication des centres d'attraction économique, la création des entreprises favorisant les emplois, la mise en place d'un cadre permanent de concertation, le financement de la construction des infrastructures routières, ferroviaires, universitaires, le respect de la loi. Prononçant le mot des participants à la conférence interprovinciale Grand Katanga, Grand Kasaï, Madame Koulou Lemba, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, a, au nom des participants, exprimé toute la gratitude au président de la République pour son initiative de la tenue d'une conférence interprovinciale, une première en République démocratique du Congo, a-t-elle souligné. Les Congolais vivant à Lusaka, capitale zambienne, ont eu le privilège d'échanger avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son séjour de travail. Ses compatriotes lui ont fait part de leurs doléances. Suivez ce reportage. C'est un tonnerre d'applaudissements qu'a reçu le couple présidentiel samedi lors de son entrée dans cette salle polyvalente de l'hôtel Taj Pamodi, remplie de compatriotes établis en Zambie. Le président de la République est venu à leur rencontre. Après les mots de Madame l'ambassadeur sortant de la RDC en Zambie, ses compatriotes représentants des diverses organisations ont fait part au chef de l'État de leurs multiples préoccupations. Muni d'un stylo et d'un calepin, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris des notes et les a écoutées attentivement. S'agissant des préoccupations relatives à leur situation socio-professionnelle, le président de la République a fait savoir qu'elles figureront sur la table des discussions lors des prochaines rencontres avec son homologue zambien. Il a par ailleurs invité ceux de compatriotes qualifiés à regagner le pays pour apporter notamment leur contribution à son développement et notamment au programme qui lui tient tant à cœur, celui du développement à la base des 145 territoires. Autre appel lancé faisant référence à la table ronde en cours dans le Grand Katanga au sujet des tensions entre communautés, c'est celui du vivre ensemble. Tout Congolais doit se sentir chez lui partout au Congo, a indiqué le président de la République. Nous sommes tous enfants du Congo, filles et fils du Congo. Nous devons vivre avec ça à l'esprit. Ne vous laissez pas distraire par les discours des politiciens, parce que chaque fois que les élections approchent, vous voyez des politiciens véreux qui n'ont pas de projet à présenter au peuple, qui n'ont pas de discours et qui vont maintenant dans la manipulation pour dire voilà, il faut que telle communauté soit chassée. Ça n'a pas de sens. Le Congo, ou plutôt le Congolais, a le droit de vivre partout au Congo. C'est la maison de tout Congolais. C'est dans une ambiance conviviale que le chef de l'État a clôturé cette rencontre qui marque la fin de son séjour de travail à Lusaka, en République des Zambie. Avant de quitter le sol zambien, le président de la République a eu un bref entretien au salon présidentiel de l'aéroport international Kenneth Kaunda avec son homologue Hakainde Hichilema. L'autorité provinciale du Nord Kivu a rendu visite aux victimes des atrocités dans la chefferie de Watatunga. Nous sommes là à Béni. D'autres détails dans ce reportage.
et Kamango, deux agglomérations situées au pied du mont Rwenzori, étaient la cible et la destination de l'itinérance du gouverneur militaire du Nord Kivu ce vendredi 29 avril 2022. Le lieutenant-général Constantin Makongba a emprunté l'axe Mbao-Kamango pour visiter cette partie de la chefferie de Watalinga, située à une 90 de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. C'est pour des mobiles relatifs à la sécurité et aux opérations que l'autorité provinciale a effectué une mission dans cette contrée victime des atrocités des ADF. C'est dans cette optique que le gouverneur des provinces s'est fait accompagner du nouveau commandant des opérations Sukola 1 Grand Nord, le général de brigade Kasongo Maloba, et celui des opérations conjointes FARDC UPDF, le général-major Bombele. Question de remonter le moral de tous les hommes qui travaillent sous le drapeau et palper du doigt les réalités sur différentes lignes de front jusqu'au poste frontière congolais de Nobili et précisément à la rivière Lamia qui sépare la RDC de l'Ouganda voisin. Constant Dima a également réconforté et compati avec ses compatriotes de Watalinga pour les actes terroristes qu'ils ont subis de la part des ADF. Je crois que cette route, en devenant fluide, va faciliter la population de Kamango, de Nobili et tous les villages environnants pour l'évacuation des produits vers les centres de consommation. Auparavant, au PK51, non loin du pont Semouliki, le gouverneur du Nord Kivu a visité le quartier général du contingent de l'armée ougandaise, UPDF. Là-bas, il s'est entretenu avec le général ougandais Mwanga au sujet des avancées enregistrées dans les opérations conjointes FARDC-UPDF. À l'hôtel de ville de Kinshasa, la fête du 1er mai dédiée aux travailleurs du monde entier a été célébrée avec les agents et fonctionnaires de l'administration provinciale. Le ministre provincial du Travail a sensibilisé tous les travailleurs sur le thème « Promouvoir un travail décent ». C'est un reportage de Rodin Panda. 1er mai, journée internationale du travail dédiée à l'ensemble des travailleurs dans le monde. Plusieurs manifestations ont accompagné cette fête. Les travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État et du gouvernorat de Kinshasa accompagnent le ministre provincial en charge de la fonction publique, emploi, travail et prévention sociale, Damien Koufi Muzingulu. Ils ont manifesté leur soutien total au ministre central de l'ETPS dans sa politique sociale et au gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobila, qui ne ménage aucun effort pour l'ensemble des travailleurs de Kinshasa. Le thème de cette année, promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation, a servi de matière de sensibilisation de ses administratifs. Nous, au niveau de la ville de Kinshasa, sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Gentini Ngobila Mbaka, nous avait donné la possibilité de pouvoir accompagner cette journée, d'inviter les travailleurs, les conscientiser, les sensibiliser, afin qu'ils puissent continuer toujours avec la même allure, bien que les conditions du travail ne sont pas encore complètement réunies, mais c'est une lutte qu'on est en train de mener pour stabiliser la situation du travailleur congolais et en particulier du Chinois. Daniel Koufi Muzingulu a exhorté tout le monde à adhérer à la vision politique du chef de l'État en matière de travail. Restons dans le même chapitre. La fête du travail a été célébrée avec faste dans la province du Congo central. Images et commentaires. 4 agents de l'OEBK battent les pavés pour célébrer la fête du travail le 1er mai. Et tout un symbole, ils enjambent le pont Maréchal Mobutu, ce colosse de béton et de métal qui s'apprête à fêter ses 39 ans. Près de 2 heures de marche pour maintenir la forme, mais le plus important est ailleurs. Le comité Toulouka remet donc au goût du jour l'esprit d'équipe, d'amour et de cohésion au grand bonheur des agents. Ça fait très longtemps que nous avons été dans ce genre de circonstances. Nous tenons à remercier le comité directeur dirigé par Mme Toulouka. Cette occasion pourra encore nous réconforter de vivre dans l'unité. Le comité actuel est venu valoriser l'agent que nous sommes. Coup de chapeau à ce comité que nous sommes en train de soutenir. Nous croyons à leur vision. C'est pourquoi je nous invite tous à accompagner ce comité qui est composé uniquement de 6 maisons. Au-delà de la cohésion à préserver, le comité actuel a plusieurs défis à relever. La stabilisation de la paix en premier lieu. La fête du travail a bel et bien vécu à l'OEBK. Les agents savourent. Ils
Ils ont repris le sourire et sont tout simplement heureux d'être agents de l'OEBK. La journée de l'enseignement a quant à elle été célébrée à Bouta, chef-lieu de la province du Basuélé, sous la supervision du directeur de la province éducationnelle. D'autres détails dans ce reportage. C'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo que cette journée du 30 avril est célébrée en vue d'honorer le beau métier de l'enseignement. Ici à Bouta, chef-lieu de la province du Basuélé, cette journée a été honorée par la présence des autorités politico-administratives de la place. Dans son discours, Madame le gouverneur d'intérim de la province du Basuélé, Rite Badoulik Bangossa, exhorte les enseignants de persévérer tout en donnant les enseignements de qualité à nos enfants pour préparer l'avenir de demain. Pour le ministre provincial de l'Éducation, Constant Ongoki, l'éducation de nos enfants doit être notre cheval de bataille. Faire de nos enfants le futur cadre de demain. M. John Moutoubou Impele, le directeur de la province éducationnelle du Basuélé, remercie le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire, qui a longtemps resté en souffrance. Hommage à son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour son attention toute particulière sur l'éducation et pour la paix, sans laquelle la journée de l'enseignement à 2022 ne serait pas célébrée. Nos sentiments de profonde gratitude s'adressent à son Excellence, Monsieur le ministre national de l'EPST, professeur Tony Mwaba Kazadi, gardien de la gratuité, à Madame Aminata Namasia, vice-ministre national de l'EPST, et à Madame le secrétaire général de l'EPST. À savoir qu'un défilé riche en couleurs a sanctionné cette journée du 30 avril. Ensemble depuis une année, les communautés des Bakwakaninda et Bakwandaï, dont les territoires des Ndimbelenge dans la province du Kasaï central, célèbrent leur premier anniversaire. C'est un reportage de Rodin Panda. Le conflit entre la communauté des Bakwandaï et celle des Bakwakaninda dans les territoires de Ndimbelenge, province du Kasaï central, avait entraîné des morts et la division. Pour aider ces populations à vivre la paix, l'unité et la réconciliation, un protocole d'accord nommé protocole de Katende pour les dialogues a été signé avec l'appui des organes des Nations Unies, les Hauts Commissariats pour les réfugiés, les HCR, en tête. Une année après, le 26 avril 2022, a été célébré le premier anniversaire de cet accord de paix avec les membres de deux communautés pour la paix rétablie. L'atelier d'évaluation et de réflexion a précédé cette commémoration. La représentante du gouverneur intérimaire du Kasaï central a félicité tous les acteurs dans ce processus de réconciliation et la paix avant de lancer un message d'espoir. J'ai l'agréable devoir de passer un message d'espoir, d'unité, de paix et de cohésion sociale, quand je sais qu'il n'est pas facile d'éradiquer totalement le conflit et instaurer la paix. Les représentants des partenaires ont placé un mot de circonstance. Qu'avec l'appui financier de l'UNHCR, le cérémonial traditionnel de réconciliation des deux communautés, comme il l'appelle Ndondo, et de purification de la forêt, Lubala, a été organisé sur place à Katende le 5 mai 2021. Chaque chef de groupement a reçu un moyen de taux financement pouvant aider aussi sa communauté. Le peuple de Bakwakaninda et de Bakwandaï dans les territoires de Ndimbelenge ne gire que pour la paix, l'unité et la cohésion. Arrivé à son terme, les résultats du projet PAJUR consacré à la paix, justice et réconciliation ont été présentés au cours d'une réunion des validations le 28 avril 2022. Images et commentaires. Le projet paix, justice, réconciliation et reconstruction au Kasaï central, PAJUR, sera clôturé complètement au mois de mai prochain. Ce projet réalisé avec l'appui financier du PNUD poursuivait les objectifs, entre autres, renforcer la cohésion sociale entre les communautés affectées
au Kasaï central et réduire les facteurs de violence. Ce jeudi 28 avril 2022, le comité de pilotage de ces projets PAJUR, sous la tutelle du ministère du Plan et celui de la Justice, a tenu la réunion de clôture pour la présentation et la validation des résultats obtenus après l'exécution, présidée conjointement par les deux ministères à l'ouverture. Les vice-ministres de la Justice présidaient la réunion pour laisser les mots de la clôture au secrétaire général du plan représentant du ministre d'État. Dans la présentation des résultats, le coordonnateur gestionnaire du dit projet, le professeur Ngala Mouloumé, a rappelé les 3 axes d'intervention avant d'indiquer que les objectifs ont été atteints, principalement la cohésion sociale des communautés, la sécurité, la justice et la paix rétablie. Plusieurs ménages ont bénéficié de l'appui socio-économique. Le bilan final de l'exécution du projet a atteint 94% de réussite. Le projet a tiré de bonnes leçons et bonnes pratiques. Le secrétaire général au plan, Daniel Epembe, a clôturé cette réunion. Le ministre d'État, ministre du Plan, je déclare close la dernière réunion du comité de pilotage du projet PAJUR. Je vous remercie. Save the Environment, en collaboration technique et financière avec le Fonds forestier national, vient de reboiser 10 hectares dans la concession forestière Éco-Village d'Ekimata, dans les territoires des Kassangoulou, dans la province du Congo central. D'autres détails dans ce reportage. Dans les soucis de matérialiser le programme d'1 milliard d'arbres du président de la République, Félix Tshisekedi, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Moulumba, sous l'impulsion de Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a décidé de financer le reboisement dans la province du Congo central. Environ 10 hectares sont reboisés dans la concession forestière Éco-Village de Kimata dans les territoires de Kassangoulou par l'ONG en charge de l'exécution Sanvir. Nous avons initié un projet pour reboiser quelques hectares que nous avons soumis auprès du Fonds forestier national. L'institution qui a reçu, accepté l'écho de notre projet, et le Fonds forestier national nous a soutenus. Il a mis à notre disposition les moyens financiers et techniques pour que nous puissions reboiser une superficie de 10 hectares avec des espèces diversifiées. Il s'est de rappeler que le Fonds forestier national, sous la direction de son directeur général Honoré Moulumba, continue de financer les projets de reboisement à travers le pays. Après l'espace du Grand Kasaï, le Haut-Katanga, c'est au tour du Congo central. Ces financements vont se poursuivre en vue d'atteindre les objectifs. Processus électoral en République démocratique du Congo, les organes de la société civile plaident pour l'organisation apaisée et transparente et crédible des élections. Plusieurs recommandations présentées à la presse seront transmises à la CENI et à l'Assemblée nationale. La vote d'une loi électorale demande l'attention soutenue de tous les Congolais. Réunis autour de la dynamique pour la cohésion sociale, les organisations de la société civile, au regard de l'évolution des débats à l'Assemblée nationale portant sur la loi électorale, plaident en faveur d'une réforme cruciale de la loi en mettant d'accord les Congolais sur les résultats après les élections crédibles et apaisées. La réforme actuelle de la loi électorale entre dans le cadre du cycle de l'observation électorale pour corriger les erreurs et les irrégularités constatées lors des élections de 2018. La loi attendue par la société civile et les citoyens congolais devra définir toutes les règles des jeux qui garantissent la transparence, la crédibilité et plus de participation des Congolais et Congolaises aux élections de 2023. Envisager la participation active et inclusive des experts de la société civile dans les travaux parlementaires conformément à la loi organique et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour contribuer à la réforme électorale. Les caractères sociétaires que compte la loi électorale, par ses recommandations faites aux députés, la société civile entend amener les élus du peuple à participer activement à l'élaboration de la loi attendue par tous les Congolais. Une loi électorale qui devra définir toutes les règles de jeu qui garantissent la transparence et la crédibilité des élections de 2023 en République démocratique du Congo.
Lancement officiel d'actualisation de la cartographie opérationnelle à Bouta, chef-lieu de la province du Bazuélé, par le membre de la plénière. Suivez les détails. Après une longue journée de séances avec les autorités provinciales, Gérard Bissambou, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, avec les concours de Claudine Edika Lindé, secrétaire exécutif permanent du Bazuélé, ont organisé une formation sur l'actualisation de la cartographie opérationnelle à Bouta, chef-lieu de la province du Bazuélé, dans la salle de réunion Plankoum. Dans son mot, Claudine Edika Lindé, CEP du Bazuélé, remercie vivement les autorités de la place, les politiciens et la société civile dans sa diversité pour l'appropriation de phases d'actualisation de la cartographie opérationnelle qui s'est fait dans la province du Bazuélé. De son côté, Gérard Bissambou remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son souci de voir son pays passer dans des élections transparentes et paisibles en RDC. Il a ensuite remercié le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, pour la concrétisation de la vision du chef de l'État. Membre de la CENI, cette institution dirigée sous le leadership du président Denis Kadima Kazadi s'est déployée dans différentes provinces pour faire le suivi des différentes opérations lancées par la CENI selon sa feuille de route. Il est programmé un cadre de concertation pour apporter une information fiable, une information objective à l'ensemble de la population. Les participants se sont dit très satisfaits pour cette actualisation cartographique qui leur permettront de sensibiliser massivement la population de s'enrôler. Avant de clôturer sa mission à Bouta, Gérard Bissambou a visité l'entrepôt de la CENI pour se rendre compte de l'état matériel et les enjeux afin de trouver des solutions avant de procéder à l'enrôlement. Une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie conduite par sa directrice générale est arrivée à Kinshasa le 28 avril dernier. Cette mission consiste à renforcer l'accompagnement technique des experts nationaux pour une meilleure organisation de ces Jeux. Images et commentaires. Arrivé jeudi 27 avril 2022 dans la soirée à Kinshasa par l'aéroport international d'Ndjili où elle a été chaleureusement accueillie par Isidore Kwanja, directeur national de Jeux de la francophonie, et Pres Kangila, délégué général de la francophonie. Cette forte délégation d'experts du Comité international de Jeux de la francophonie a été conduite par Zeina Mina, directrice internationale de Jeux venue de Paris pour l'accompagnement technique des experts nationaux dans le préparatif de 9e jeu de la francophonie prévu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Cette délégation a échangé vendredi avec la direction nationale de jeux ainsi que des experts nationaux des départements sportifs et culturels ainsi que des différentes commissions. Au menu de leurs échanges, les objectifs, les résultats attendus et les programmes de la mission d'évaluation de préparatifs des 9e jeux. Chacun d'entre vous a un rôle crucial et important. Et si une des commissions ne fonctionne pas, ce sont les jeux et les livrables qui vont en pâtir. Donc on a tous la même responsabilité. Au cours de cette séance de travail, côté Comité international de jeux de la francophonie, l'on a noté la présence de Boubacar Noumansana, chargé des missions, Maxime Dorsey, responsable du volet sportif. Tandis que du côté Comité national de jeux de la francophonie, la présence de la secrétaire générale de la conférence de ministres ayant en charge la jeunesse et les sports des pays d'expression française. L'anesthésie péridurale réduit les douleurs pendant l'accouchement. Comment et quand l'utiliser? Les spécialistes en la matière expliquent dans ce reportage de Cédric Kenina. Du milieu du dos au 3e vertèbre jusqu'au pied, l'anesthésie péridurale aide à réduire les douleurs lors des contractions pendant l'accouchement. Cette technique permet d'injecter à travers un cathéter qui est placé dans le dos de la patiente des produits qui sont des anesthésiques locaux. Ça veut dire que ces produits-là entrent en contact local avec les nerfs qui s'occupent de la transmission de la douleur. Ainsi, cette technique permettra de réduire l'influx nerveux de la douleur liée à la contraction pour permettre à la femme qui est en train d'accoucher de pousser son enfant, de vivre un accouchement sans trop de douleur.
Une consultation pré-anesthésique est donc recommandée et la patiente reçoit au cours de cette période toutes les informations. Lors de la consultation, on verra à expliquer à la patiente la technique, les indications. Ainsi, la consultation pré-anesthésique est très importante et elle permet de préparer la patiente ainsi que l'équipe médicale pour réaliser cet acte-là. Ce qui est de la procédure, elle se réalise exactement comme n'importe quelle anesthésie péridurale au bloc opératoire. La parturiente sera en position assise ou couchée légèrement en latéral si elle n'arrive pas à supporter la position assise. Les centres hospitaliers Alliance seraient parmi les meilleurs dans cette pratique. Les associations féminines et celles de personnes vivant avec handicap ont échangé sur le rôle important qu'elles doivent jouer dans la lutte de la prolifération des armes légères. Les femmes et les personnes vivant avec handicap, deux partenaires non le moindre dans la lutte contre la prolifération des armes légères et les petits calibres ALPC. Ce, conformément à la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité ainsi que la résolution 2475 relative à la protection de personnes vivant avec handicap dans les situations de conflit. Pour solliciter leur implication dans cette lutte, un atelier de sensibilisation a été organisé au regard des guerres à répétition enregistrées dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, point focal de GENSAC, qui a présidé ces assises. Aujourd'hui, nous sommes avec la Commission nationale qui s'occupe de cette question et les organisations de femmes, également les organisations de personnes avec handicap, pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons mener comme action afin d'aider les pays et surtout collaborer avec la Commission pour que la prise en compte du genre et de la protection des personnes avec handicap devienne réellement une effectivité dans ce que nous sommes en train de faire. Le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et des résolutions de la violence armée est revenu sur l'objectif de cette rencontre. Les personnes à mobilité réduite, ce ne sont pas des personnes qui ne peuvent rien contribuer dans le monde. Ils jouent des rôles majeurs mais qui sont dans l'oubliette. Cet atelier a été organisé par le Centre d'études sur handicap, justice, résolution 1325 en partenariat avec la CNC, ALPC et le GENSAC, un réseau international pour les plaidoyer sur cette lutte basée en Allemagne. L'adhésion volontaire et massive à la vision du chef de l'État pour sa réélection en 2023, c'est l'essentiel de la sensibilisation faite par le ministre provincial des Finances au siège de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes à Limete. C'est un reportage de Willy Atunakov. À l'Alliance des Congolais progressistes, ACP, dont le siège est situé sur la 10e rue Limete industrielle, parti politique cher à Gentili Ngobilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, et formation membre de l'Union sacrée de la nation, les effectifs des nouveaux adhérents, parmi lesquels plusieurs mouvements associatifs, ne font que s'accroître chaque jour qui passe. La dernière adhésion en date est celle de l'ASBEL dénommée Force du Nombre de Django Imvunzi, ministre provincial quinois des Finances, qui enregistre plus de 187 différentes structures dans la ville-province de Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie grandiose présidée samedi 30 avril 2022 par Charles Moutamuntu, secrétaire général de l'ACP. Le chef de l'exécutif national de l'ACP a remis quelques insignes du parti à Fizi Mayamba, coordonnateur de la structure initiée par Django Imvunzi, dont les fiefs se trouvent dans la commune de Massina. Rappelons que cette association, créée il y a 3 mois seulement, s'illustre déjà dans l'encadrement des jeunes démunis, des filles mères et dans les travaux d'assainissement des Tchangou. Question d'accompagner la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de réduire les taux de chômage en République démocratique du Congo. Bonne nouvelle, les compatriotes en provenance du pays vers l'Égypte trouveront les portes de l'ambassade de la RDC ouvertes et une communauté congolaise organisée. D'autres précisions dans ce reportage de Marcel Monanteba.
Patriotes congolais qui se trouvent ici en Égypte se sont organisés, reconnus par l'ambassade, reconnus par les gouvernements égyptiens et congolais, qui prônent l'entraide, la solidarité et le développement des Congolais qui résident ici en Égypte. Des officiels qui arrivent ici, qui ne nous contactent jamais, et des fois même pas l'ambassade. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Dernièrement, nous avions il y a un cas, secrétaire général au sport, M. Fanny Mouchil, ils étaient venus en officiel. Je pense que c'était un match, il a piqué crise sur le terrain, il est décédé. Par contre, ni l'ambassade n'était pas au courant, ni la communauté. C'est après les décès, on nous a informés et l'ambassade était obligée de venir pour intervenir. Donc des cas pareils, ça peut arriver à n'importe qui. Donc ce qui serait mieux ou nécessaire, c'est de contacter au préalable avant que ces genres de dégâts puissent arriver. Il se peut qu'on puisse se mobiliser pour pouvoir les accueillir à l'aéroport, les orienter s'il n'y a pas que ce soit, apporter notre soutien. Ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent pas les pays et ils ont des difficultés pour se déplacer, pour pouvoir s'intégrer, alors que nous, leurs compatriotes, nous sommes là. Nous pouvons bien sûr les apporter notre aide. Notre gouvernement a joué un rôle prépondérant, vous le savez, lorsque le président, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, était président de l'Union africaine. C'est lui qui a joué la médiation pour que le climat s'apaise. Nous demandons à ce que cette coopération bilatérale soit gagnant-gagnant pour que nos compatriotes qui ont choisi l'Égypte comme seconde patrie puissent être aussi à l'aise et vivre paisiblement comme tout le monde. La section de l'UNC Konluka a désormais un bureau, dont du secrétaire politique national de l'UNC Patrick Kawara. L'inauguration a eu lieu hier, samedi 30 avril 2022. Suivez. Le monde se souviendra que c'est en mars 2020 que la République démocratique du Congo a enregistré son premier cas de la Covid-19. Ce virus, à l'époque méconnu du grand public, a fait l'objet d'une confusion sur son origine et sa thérapie. Une frange de la population reste sceptique face au vaccin jusqu'à nos jours à cause de la désinformation. Pour amener la population à comprendre les risques liés à cette pandémie, la lutte contre les intox ou les informations erronées sur les coronavirus était une nécessité. Elle a permis aux radios communautaires de donner des informations sûres et fiables à la population, chose qui a été rendue possible grâce aux deux projets de renforcement des radios communautaires rurales pour une information importante en République démocratique du Congo et communiquer avec les communautés pour soutenir la campagne de vaccination. Câble enregistré par ces canaux de communication n'a pas laissé indifférents les partenaires qui s'engagent à financer encore ces radios, cette fois-ci du processus électoral. Le processus électoral va commencer. Nous n'avons pas parlé le même langage avec la réalisation. Suivant à présent le ministre provincial en charge des finances et petites moyennes entreprises dans la province du Kasaï a rendu son tablier. Hubert Ngalandjako a présenté sa lettre de démission au gouverneur de province. Suivez. Sa lettre de démission adressée au gouverneur de province vendredi 29 avril 2022, le ministre provincial en charge de finances, commerce, petites et moyennes entreprises et promotion du civisme fiscal dit avoir pris cette décision républicaine pour des raisons qui l'obligent de conserver son honneur et sa personnalité. Parmi des raisons qui l'ont poussé à rendre le tablier, Hubert Ngalandjako cite notamment la suspicion et l'acharnement continuel, dénué de tout fondement contre sa personnalité par certains députés provinciaux qui ne s'illustrent que dans la recherche de leurs intérêts, mettant en mal la bonne gestion de la chose publique au Kasaï. J'ai pris la décision républicaine de rendre le tablier. Je l'avais dit lorsque je venais d'être nommé au gouvernement Pierre-Madé, j'accepte d'être membre du gouvernement. Mais je ne viens pas au gouvernement pour comploter contre ma province. Et quand ça ne marchera pas, je n'hésiterai pas de claquer la porte. Il n'y a qu'au Kasaï où un caporal vend des munitions sans être inquiété et sous l'œil passif du chef d'état-major. Il n'y a qu'au Kasaï où
les soldes des militaires peuvent être dissipés ou utilisés sans la moindre question. Notons qu'une motion de défiance contre le ministre démissionnaire a été également déposée ce jour à l'Assemblée provinciale. Cette motion, initiée par le député provincial Bruno Ndala Kassala, est signée par 11 députés provinciaux sur les 32 que compte cet organe de liberté. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise. Merci de votre sympathique attention. Restez branchés. Patrick Moukoui sera de votre tout à l'heure à 20h. Merci et au revoir.